On va parler des GraphQL sur mobile et notamment certaines complexités, certaines améliorations qu'on peut apporter à une implémentation GraphQL basique. Qui sommes-nous Des supporters de Liverpool, déjà, hein, dans le cœur. On a regardé la finale l'an dernier ensemble. Ouais. Donc moi, c'est Cécile. Tac. Je fais de l'Android, mais pas que, puisque je vous ai parlé de Linux tout à l'heure. Et en fait, j'ai travaillé avec Simonet pendant 10 mois sur le même projet. On est généralement resté très tard en insultant le code, en disant « Mais pourquoi ?» Finalement, ça marche quand même. Voilà. Moi, c'est Simonet. J'ai des petits bras. Ça fait 6 ans que je suis chez Xebia. Je fais surtout de l'iOS et là, je suis dans la team de direction technique. On l'aime bien quand même. Les 4 sujets d'aujourd'hui, idiomatisme de GraphQL, vulnérabilité, mise en cache et données statiques versus dynamiques. Alors, premier sujet, donc l'idiomatisme, parce que tout n'est pas constitué de booléens partout. En fait, il faut savoir que GraphQL, ça permet d'avoir une API, c'est une API d'ailleurs, qui permet de requêter exactement ce qu'on souhaite, ni plus ni moins. C'est-à-dire qu'on va faire une query, je veux demander par exemple les informations sur une vidéo, donc l'ID, le label, le programme, l'image, je vais récupérer exactement ce que j'ai demandé, l'ID, le label, le programme, l'image. Pour faire une mutation, donc pour ceux qui débutent un petit peu, c'est en fait pouvoir modifier les objets depuis le client. On a des queries spécifiques, mutation. Et il faut en fait, pour conserver vraiment l'idiomatisme du langage, que quand on effectue une modification de l'objet, on ait une réponse provenant du back qui nous indique tous les champs dans lesquels l'objet a été modifié. Pourquoi ? Parce que si je vous dis j'ai besoin d'ajouter une vidéo à mes favoris, vous voyez, si j'ai une réponse, imaginons c'est celle-là, j'ai mon isBookmarked, qui est un booléen, il est true, jusque-là tout le monde est d'accord. Par contre, la date, c'est le serveur qui va la donner et celle-là, je ne peux pas la deviner. Ça peut paraître évident dit comme ça, mais pourquoi est-ce qu'on vous en parle ? Parce qu'on a eu des cas où c'était le mauvais exemple. Je retrouve ma requête, je veux ajouter une vidéo à mes favoris, très bien, et puis je veux aussi supprimer la vidéo de mes favoris. Normal. Le problème, c'est que dans les deux cas, vous voyez, on a le même résultat. C'est true. Ok, c'est true, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que mon objet, il est devenu tout le temps favori, ça veut dire que ma requête, elle a bien marché, je sais pas. La réaction, c'est un peu... qu'est-ce qui se passe ? C'est bien pour ça qu'à chaque fois, il faut bien récupérer l'intégralité de l'objet, ou du moins tous les champs qui ont été modifiés. À retenir toujours, c'est que malheureusement, on fait du mobile, on aime bien avoir raison, mais dans ce cas-là, c'est vraiment le back qui a la véracité des données. C'est lui qui va contrôler la logique métier. Par contre, le client, il manipule l'API, mais il doit toujours conserver l'idiomatisme. Tout à fait. On parle des choses qui nous font un peu plus peur, les vulnérabilités qu'on peut trouver dans certaines implémentations. On part d'un exemple. Imaginons qu'on a un type collègue. Le collègue a un nom et à son tour à des collègues. On fait une query GraphQL, on demande les collègues et on aura comme réponse un array des collègues ou des noms de collègues. Mais on pourrait aussi demander les collègues des collègues. OK. Mais on pourrait aussi demander les collègues des collègues des collègues et les collègues des collègues des collègues et les collègues des collègues des collègues. Et voilà. Vous avez compris, on arrivera rapidement à cette situation où les serveurs commencent à cramer parce que on peut avoir des relations assez complexes de graphes parmi des personnes et du coup, on peut vraiment faire chauffer vos ressources. Une solution, alors il y a plusieurs solutions. Une des solutions qui existent, c'est les persisted queries, aka querying by ID. L'idée, c'est qu'on enregistre sur le serveur la définition des opérations, du coup les bodies de notre requête. On attribue un ID à ces bodies, du coup à cette requête. Et puis, côté client, on utilise seulement l'ID pour récupérer la réponse. Du coup, on n'envoie plus le payload de la requête, on envoie juste l'ID. Du coup, on enregistre, voici, côté serveur, et puis on fait un post dans lequel on passe juste operation ID égale 101 par exemple, et voici notre réponse. Si on demande
un ID qui n'existe pas, le serveur nous répond erreur, par exemple 400, bad request ou autre chose, on gère ça comme ça. Et comment on met en place ça du coup, pour respecter la praticité de GraphQL, on ne met pas de restrictions lors du développement. Du coup, dans les environnements dev, par exemple, ou intégration, on ne met pas de restrictions. Et c'est notre build CI qui va du coup parser notre requête, qui va fusionner notre requête et va les envoyer au serveur et qui va les stocker. Et puis, on va activer ces fonctionnalités-là seulement en prod ou en pré-prod, bien sûr. Et du coup, ça permet de sécuriser notre implémentation. L'idée, c'est que ça nous protège surtout des attaques des tierces. Du coup, il n'y a personne d'autre qui peut exploiter notre GraphQL pour demander des ressources qui peuvent être intensives pour le serveur. Juste, par contre, si la requête à la base elle est mal faite, ça ne vous ouvrira pas. C'est juste vraiment pour protéger la validité de votre requête par rapport à votre serveur. Tout à fait. Un autre élément super intéressant, c'est la mise en cache. Dans un web service traditionnel, on utilise, vous savez, les entêtes de cache. On a des response headers, par exemple, comme cache control public avec un maxage. On peut paramétrer tout ça de façon très fine. Et c'est ce qu'on utilise notamment pour tout ce qui est requête en GET. Ça a l'avantage de permettre la mise à disposition via des CDN traditionnels. Du coup, on fait des requêtes GET et il y a un CDN qui nous répond une réponse qui est déjà précompilée, par exemple. Et surtout, c'est une implémentation, c'est des réponses header de cache control qui fonctionnent sur le 100% des clients HTTP. En GraphQL, la bonne pratique, c'est d'implémenter tout ce qui est caching côté client. Les bonnes pratiques officielles, du coup, caching côté client, il y a des frameworks comme Apollo, qui est le framework le plus utilisé dans la communauté GraphQL, qui fournit une solution de caching local qui s'appelle Apollo Store. C'est très simple à mettre en place pour web, iOS et Android. Mais le problème, c'est qu'on est toujours sur du post parce que GraphQL marche par défaut toujours sur du post. Du coup, on ne pourra pas mettre un CDN traditionnel derrière parce que dans un CDN traditionnel, on a une réponse qui est déjà préformée, préfaite. Et avec du post, on aura besoin d'un serveur qui parse notre body et qui nous envoie une requête selon ce qu'on a envoyé. Et du coup, on aurait des problématiques de load balancing et des performances qui interviennent parce que du coup, on n'aura pas un CDN derrière. Mais voilà, ce talk, c'est à propos des solutions. Du coup, une solution qui est praticable, c'est de passer les queries GraphQL en GET. C'est déjà supporté par la plupart des implémentations serveurs, y compris Apollo dont on a parlé tout à l'heure. Ça demande un développement custom côté client. Or, il se trouve que déjà les librairies Apollo, iOS et Android sont en train d'être mises à jour pour supporter des requêtes en GET. Et par contre, on devra passer le payload dans l'URL. Du coup, vous imaginez un payload avec nos accolades et tous les paramètres dedans. Bon, ça passe en GET. Ça, c'est très moche. Hein, on est bien d'accord, surtout parce qu'en plus, si on veut, on devrait l'encoder. Du coup, on n'est pas vraiment content. Par contre, si vous n'avez pas loupé la partie précédente du talk, on a parlé des persisted query, du coup des operations by ID. Et ce qu'on peut faire, c'est utiliser cette notion pour passer notre query en GET de façon propre. Du coup, on passerait en GET seulement l'ID de l'opération. Et du coup, ça, c'est les meilleurs du monde. Je passe vite, il y a effectivement quelques subtilités en plus, comme comment on va passer des paramètres si on veut passer, mais tout ça, c'est facilement faisable. Et au pire, il y a une partie question à la fin, il paraît. Ouais. Alors, on va parler maintenant du dernier gros sujet, données statiques contre les données dynamiques. Pour l'instant, mini récap, donc on a parlé des queries, on a parlé des mutations, on a parlé des persisted queries et on a parlé de cacher les données sur le client. Jusque-là, on a perdu tout le monde. Enfin, on n'a pas perdu tout le monde, justement. Le problème, c'est que ces données qui sont statiques, elles sont servies à tout le monde. Donc, autant utiliser le cache. Mais comment on fait pour des données qui sont dynamiques? Par exemple, je suis un utilisateur connecté. Ça, je ne peux pas toujours cacher ça. Donc, comment est-ce que je gère? Alors, on a première solution évidente, c'est de se dire, OK, j'ai
j'ai une API statique. Donc par exemple, je veux faire des queries sur une vidéo, je regarde le programme du soir à la télé, c'est le même pour tout le monde aux dernières nouvelles. Et j'ai une API privée, dynamique, qui concerne la partie utilisateur. Jusque-là, ça marche pas trop mal. Le problème, c'est quand vous voulez mélanger les choses. Pardon, j'ai spoilé. Hop là. Comment vous faites, par exemple, si, je sais pas, vous êtes en train de regarder une vidéo sur YouTube, mais vous voulez récupérer la durée à laquelle vous vous étiez arrêté. C'est quand même des données personnelles, mais c'est une donnée qui est liée à la vidéo. Problème. Deuxième solution, du coup, on se dit, bah, si c'est juste lié au fait que j'ai un utilisateur, par exemple, qui est connecté, je peux faire des queries dans le cas où je suis connecté et dans le cas où je ne suis pas connecté. Comme ça, je récupère toujours les informations qui sont liées à ma vidéo. Mais dans ce cas-là, en fait, déjà, il y a la tentation d'utiliser toujours la deuxième requête qu'on a ici. Et surtout, on ne peut pas cacher, puisqu'on a toujours des données qui sont dynamiques. Pas possible. Cacher dans le sens de mettre en cache. Bien sûr. Dernière solution, qui est un peu plus complexe, mais qui d'expérience marche très très bien, c'est en fait de se dire, OK, sur mon client, j'ai un manager qui va gérer tout ce qui est statique. Donc, je peux mettre mon cache, j'ai un time to live, tout va bien. J'ai un autre manager qui, lui, va s'occuper uniquement des données dynamiques, des données privées. Celui-là, il va devoir faire des requêtes un peu plus souvent, mais à la rigueur, s'il fait des requêtes que sur ce qui est dynamique, c'est pas forcément gênant. Chaque manager va aussi pouvoir gérer son propre mapping d'objets. Jusque-là, c'est toujours assez classique. La petite notion qui est importante, par contre, c'est qu'on va pouvoir fusionner ces deux mappings pour n'arriver qu'à un seul objet. Ça permet d'avoir des queries qui sont performantes parce que soit cachées, soit non, sinon nécessaires, et pertinentes, parce qu'on demande, encore une fois, que ce dont on a besoin. Typiquement, par l'exemple, je fais une query privée sur la liste de mes vidéos qui sont en bookmark et les lapse time. Bon, ok. Et par contre, je veux le titre de ma vidéo pour pouvoir quand même y retrouver sur mon appli. Derrière, c'est très facile d'arriver à un résultat comme ça. Donc ici, un objet Kotlin, parce que je fais de l'Android, donc Android Kotlin. Mais on récupère bien les données sur lesquelles on a fait des queries, sur l'ID, sur le titre, mais aussi sur le fait de savoir est-ce que ma vidéo elle est bookmarkée et à quel moment est-ce que je me suis arrêtée pour pouvoir la reprendre. Donc, on a plusieurs solutions qui sont exposées. Donc, numéro 1, on sait par les API. Numéro 2, on sait par les requêtes. Numéro 3, on fait un mégamix. Ça dépend par contre de vos besoins. Pas la peine de s'embêter à chaque fois. La solution complexe, on l'a nommée complexe pour une raison. C'est que ça demande quand même un peu plus de travail côté client. Ce n'est pas forcément nécessaire. Du coup, pour terminer, GraphQL permet effectivement la création d'API plus robustes, mais ça introduit des nouvelles complexités qu'il faudra prendre en compte lors de la conception et du développement. Les solutions existent, bien sûr, et la valeur ajoutée des GraphQL, en tout cas, n'est pas remise en cause. Du coup, si vous voulez partir sur GraphQL, c'est toujours la bonne solution, à notre avis, même s'il faudra effectivement prendre en compte certaines complexités. Bonus, si vous êtes des feignants, ou si vous souhaitez partir sur des solutions déjà faites pour vous, il y a des solutions SaaS comme FastQL, par exemple, qui permettent de résoudre la quasi-totalité des problèmes qu'on a vus aujourd'hui, effectivement, en payant une fee aux fournisseurs de services, mais effectivement, ça permet d'avoir une solution robuste et clairement, tout à fait. C'est tout pour ces talks. Du coup, merci de nous avoir écoutés. Et c'est le moment des questions. On a 2 minutes. Voilà, 3 questions. On passe le microphone ou ouais. Alors, c'était le plus rapide. Bonjour, merci pour ce talk. En tant que développeur mobile, moi, j'ai encore un problème, et c'est pour ça que je remets un petit peu en discussion, disons, le fait d'utiliser GraphQL. Moi, le vrai problème que j'ai avec GraphQL aujourd'hui, en tant que concept, c'est qu'il est déjà difficile quand on fait du développement sur Android et iOS et qu'on ne fait pas du développement cross-platform, de bien mettre en place exactement la même UI, exactement le même UX, etc. entre les deux plateformes. Est-ce que rajouter la couche serveur sur le client, donc sur le mobile, c'est pas rajouter trop de complexité? Je m'explique. Quelle est la garantie, à part si les équipes se parlent beaucoup, très bien et marchent très bien ensemble, quelle est la garantie que les appels d'un côté seront exactement les mêmes que les appels de l'autre? Les appels faits sur iOS seront les mêmes que les appels sur Android. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que
Le dernier point en tant que développeur mobile où on pouvait encore dire non mais c'est la faute du serveur, ça marche pas le serveur, parce que c'est le serveur aussi qui nous donne une documentation exhaustive des routes qu'on peut taper. Quelle est aujourd'hui la garantie et au final, est-ce que ça rajoute pas tellement de complexité que ce qu'on gagne avec GraphQL, on le perd là-dessus? Une réponse possible, c'est qu'effectivement, les complexités dont tu as parlé existent, bien sûr. Les solutions, comme tu dis, hein, c'est faire en sorte que les équipes échangent le plus possible. Une autre solution, c'est effectivement les query by ID. Du coup, l'information est portée finalement côté back et c'est l'ID qui est exposé. D'autre côté, tu as les avantages d'avoir une API qui est bien documentée parce que le format le permet. Du coup, tu perds en vitesse, si tu veux, mais tu gagnes en vitesse du coup avec une API mieux documentée. Tu as une API qui permet, vu qu'il y a un schéma derrière, d'avoir la génération de code de tes appels réseau. Ça, c'est une fonctionnalité qui, pour moi, personnellement, ça change la vie. Et du coup, effectivement, c'est comme tout dans l'informatique, c'est une matière de trade-off. Pour moi, ce qu'on gagne en rapidité d'un côté, c'est plus de ce qu'on perd de l'autre côté. Pour compléter un petit peu, le fait de garantir est-ce qu'on va avoir la même chose au niveau des requêtes, bah, non. Mais en tout cas, ce qu'on avait fait, nous, sur notre projet, c'était que chacune des plateformes, donc iOS, Android et Web, avaient chacun leurs propres ID par rapport aux requêtes. Parce qu'en effet, on n'avait pas exactement la même UI à chaque fois. Donc, forcément, on n'arrive pas au même résultat. Par contre, la validité des queries, elle est toujours garantie par les ID qui sont enregistrés côté serveur. Oh là, c'est Boris. La deuxième question fait un peu suite à la première, justement. Est-ce que ça veut dire que finalement, pour les opérations qu'on vous définissez, elles restent figées une fois qu'elles sont définies? C'est-à-dire que vous ne vous autorisez plus à les modifier ni à ajouter des champs dessus. C'est bien ça? C'est ça, exactement. Du coup, une fois qu'on a publié une opération, elle a un ID qui est d'ailleurs, l'ID souvent, c'est un hash du payload, et du coup, il est unique. Si on modifie le payload, l'ID est régénéré, du coup, ce sera un autre. C'est voulu. Si on veut changer de query, on change d'ID. Tant mieux, parce que vu qu'on pourra faire du caching côté CDN, l'intérêt c'est que deux requêtes qui ont deux payloads différentes et deux réponses différentes, et que chacune de ces réponses ait droit à un cache permanent côté CDN. Voilà. Effectivement, ça introduit un autre problème, c'est le purging, c'est-à-dire une query que j'ai créée il y a 2 ans, que personne plus utilise parce que tous mes clients ne l'utilisent plus, bah, il faudra la monitorer pour savoir qu'à un moment donné, il faut la virer du cache. C'est pas un gros problème parce que ça consomme pas trop de ressources. Merci beaucoup.